Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir. Il serait banal d'y voir ainsi. Oui. Maintenant, tout est possible. Ça, je m'en souviens, très bien. Racontez. Oh oui, je devais avoir 5 ans. Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant 1 heure, une invitée revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Claire Nouvian. Bonjour Claire Nouvian. Bonjour. Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie. Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter. Claire Nouvian, je me demande comment vous définir. Ça a été mon premier problème pour préparer cette émission. Est-ce qu'il faut vous définir comme une activiste, comme une lanceuse d'alerte pour la préservation des fonds marins, une chasseuse de lobby? Qu'est-ce que vous diriez? Je sais pas vous répondre parce que j'ai le même problème en fait. En fait, du coup, j'adapte ma réponse à la conversation et à l'individu que j'ai en face de moi, puisque j'ai plusieurs chapeaux en fin de compte. Donc pour moi, vous allez me répondre quoi? Pour France Inter? Aujourd'hui, je dirais une activiste. Une activiste. Claire Nouvian, vous avez choisi comme journée particulière le 26 décembre 2004. Un mur d'eau qui ravage tout sur son passage, voici ce qu'est un tsunami. Le phénomène survient lorsqu'un séisme se déclenche en mer. Celui de Sumatra était d'une violence rare, 9 sur l'échelle de Richter. Un séisme qui résulte de l'affrontement de plusieurs plaques qui constituent la croûte terrestre dans cette région. À 1h du matin, au fond de l'océan Indien, c'est l'équivalent d'une région française qui s'est brusquement déplacée d'une dizaine de mètres. L'énergie libérée est inimaginable et crée une onde sous-marine qui va se répandre et s'amplifier. En arrivant sur les côtes, la vague peut atteindre plus de 15 mètres. Une fois lancée, l'onde se répand à près de 800 km/h. Les pays voisins sont rapidement touchés. La Thaïlande en moins d'1 heure, le Sri Lanka en 2 heures, l'Inde en 3. Mais à cette distance, l'énergie de la vague est toujours considérable. Claire Nouvian, vous étiez où ce 26 décembre 2004? J'étais en Thaïlande, j'étais en bateau, en voilier. Ouais. Et la veille, on était parti de Phuket et on faisait route vers notre destination de vacances quand une écoute de grand voile a craqué. Ouais. Et donc notre plan de vacances à la voile est tombé à l'eau. Ce qui fait qu'on s'est arrêté dans une petite île qui s'appelle Koh Phi Phi. Mm-hmm. Et comme c'était notre écoute de grand voile a craqué un samedi soir et que le dimanche, tous les magasins qui pouvaient nous vendre une nouvelle voile, etc., étaient fermés, on devait attendre le lundi. Et ce qui fait que le lundi, au lieu de passer le dimanche après-midi sur la grande plage de Koh Phi Phi, où la vague est intervenue et a été excessivement meurtrière, parce que la plage de Koh Phi Phi, c'est une espèce de bande de sable. C'est ce qui fait que l'île est magique, parce qu'on voit de l'autre côté, on voit une plage et l'autre côté de la plage. D'accord. Et là, la mer a traversé et dans tous les sens, donc ça a été excessivement brutal. Mais et vous, donc, vous étiez où? Et du coup, comme on était coincés, nous, on a décidé de partir dans une petite crique derrière la grande plage. Là où il y avait moins de monde, parce que c'est une île très et c'était un tout touristique. petit peu plus protégé quand même. Ce qui fait qu'on était avec des enfants, dont des bébés. Ah oui, avec qui vous étiez sur le bateau? J'étais avec plusieurs de mes sœurs et 2 enfants, donc un enfant, mon neveu de 2 ans et ma nièce de 6 mois, et des amis. Et donc au lieu d'être sur la grande plage de Koh Phi Phi, où clairement les enfants n'auraient pas survécu, ni nous sans doute aussi, enfin on est allé sur la petite crique à l'arrière. Qu'est-ce que vous avez vécu, vous? Eh bien, Du nous, tsunami. on était vraiment sur la plage, un tout petit bout de plage, quand moi j'étais en train de regarder évidemment les animaux marins avec une de mes sœurs et mon neveu, et je leur montrais qu'est-ce qu'on a comme vie dans les petites flaques d'eau. Vous savez, c'est plein de vie en fait. Donc je leur montrais tous les petits animaux auxquels on ne prête pas attention habituellement. Quand une de mes sœurs, qui elle était en train de fumer une cigarette en regardant la mer, nous a hurlé dessus en disant « La mer est partie !» Et on s'est retourné, je dit qu'est-ce qu'elle raconte? Enfin, c'est quoi, la mer est partie? Et la mer s'était retirée. Mais retirée de combien de mètres? En fait, la plage où on c'était vidé. C'est-à-dire qu'il y avait les poissons qui étaient vraiment sur le ventre, quoi. Enfin, c'était complètement impressionnant. Vraiment, il y avait les poissons sur le vraiment. ventre? Non, mais ça s'était vidé comme un siphon. Enfin, c'est une espèce de force incroyable. Et là, on comprend pas, hein. Non.
Donc moi, je savais pas que ça se passait comme ça. Ma sœur avait vu un film et elle avait vu que les raz-de-marée, ça se passait comme ça. Donc, elle nous hurle de là où on était, c'est un raz-de-marée. On comprend pas très bien, on se retourne, on voit ça, on voit que notre bateau, il y avait un skipper qui lui avait levé l'ancre tout de suite, était parti en mer. Il avait embarqué du coup le bébé de ma sœur et il était parti tout de suite parce qu'il avait, il connaît le coin par cœur. Il a vu que s'il avait gardé son bateau ancré, son bateau aurait pu se retourner et couler. Donc lui, il a eu le réflexe de lever l'ancre et de tout de suite partir. Et nous, on est restés dans cette anse. Et la mer est arrivée, du coup, on a entendu un énorme bruit. En fait, c'est un bruit, un vrombissement. C'est comme un escadron d'avions, en fait. Et on a entendu cet énorme bruit. Et on a vu arriver l'eau et on a eu juste eu le temps de courir au fond de la plage, déjà, pour remonter un peu par rapport au niveau de la mer. Et ensuite, escalader des falaises. Et on est restés accrochés comme des chauves-souris, quoi, en attendant que l'eau reparte. Mais ça a pris plusieurs heures, puisque l'eau est montée jusqu'où? Elle nous montait jusqu'à la poitrine, je dirais. Quand on est monté dans les falaises, on en avait jusqu'à la poitrine. Moi, j'ai le cœur qui bat rien que de vous écouter, de terreur. Et oui, ça a été la terreur. Ça a été la terreur. Puis bon, après, il y a beaucoup de gens qui ont vécu l'autre terreur. C'est qu'eux, ils étaient dans une zone. Nous, on a vu des gens être projetés par la mer comme des bouchons, ceux qui étaient dans l'eau. Nos amis étaient dans l'eau, on n'a pas vu où ils étaient passés. Donc, on avait perdu un peu tout le monde. On a vu un bateau couler sous nos yeux parce que lui, il avait gardé l'ancre. Et puis après, évidemment, ça a été l'escalade de l'horreur, mais dont on n'a pas conscience à cet instant T. Voilà, c'est ça. À cet instant T-là, vous comprenez ce qui est en train de... Vous dites le mot tsunami? Enfin, ma sœur a posé ce mot-là. Elle a dit... elle a mis le mot raz-de-marée. Parce qu'on n'utilisait pas tsunami, en fait. Mais justement, c'est très intéressant parce que je trouve que raz-de-marée, ça ne dit pas la même chose que tsunami. En tous les cas, ça ne porte pas la même charge. Je pense que oui, depuis le tsunami, ce tsunami-là, on le perçoit comme avec cette puissance-là. Et jusque-là, c'est vrai qu'on n'avait pas cette interprétation de ce mot-là. Mais c'est vrai que nous, en fait, on s'est rendu compte que l'esprit, on a une conscience qui est faite en escalier, quoi. On marche petit à petit vers la connaissance. Ouais. Et au début, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on se dit, tiens, ok, raz-de-marée, on comprend danger, on voit l'état déjà juste autour de nous, que c'est déjà dévasté, que tout commence à être dévasté, et quand on arrive, on retrouve le bateau plusieurs heures, notre bateau peut revenir dans l'anse, veut revenir nous chercher, on retrouve nos amis qui, eux, se sont réfugiés ailleurs, on met tout le monde sur le bateau, et on va dans la grande plage. Et là, vous allez me raconter. Mais ouais. Combien de temps vous êtes restés accrochés? Je sais pas, parce qu'on n'avait pas de montre. On reconstruit les événements plusieurs heures. Je peux pas vous dire, 3, 4, 5 heures peut-être. Et vous avez eu peur? Vous étiez terrorisé? Non, j'étais pas terrorisée à ce moment-là. En fait, je me suis rendu compte que je gardais... Ma sœur me disait, dépêche-toi, il y a un raz-de-marée. Donc j'ai pris mon neveu dans les bras et je me souviens très bien. Elle me disait, prends Arthur. Donc j'ai pris Arthur. Et ça me paraissait évident. Moi, à l'époque, j'étais musclée, je faisais du sport, ce qui n'est pas du tout le cas. Et ça me paraissait évident qu'il fallait que je prenne Arthur, qu'il fallait que j'assure ça. Et j'ai marché tout doucement en me disant, je vais pas courir, justement, parce que je veux pas être emportée par la panique. Enfin, moi, j'étais dans ce truc, donc garder son sang-froid en toutes circonstances, etc. Mais bon, ouais, ça s'est passé différemment. Ça s'est passé après ce qu'on a vu dans la grande plage. C'était un autre épisode. En 2004, Claire Nouvian, en France, on découvrait une voix bouleversante, celle d'Anthony and the Johnsons. Une journée particulière, ça continue jusqu'à 15h sur France Inter, et c'est l'activiste Claire Nouvian qui est notre invitée aujourd'hui. Et je rappelle pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant que vous avez choisi comme journée particulière celle du 26 décembre 2004. Ce jour-là, vous étiez donc en mouillage sur l'archipel de Koh Phi Phi, en Thaïlande. Et je vous rappelle la principale information de cette journée, un séisme d'une violence sans précédent depuis 40 ans a frappé aujourd'hui tous les pays limitrophes de l'océan Indien. L'épicentre se trouvait au large de Sumatra en Indonésie. La secousse a provoqué des raz-de-marée sur les côtes du Sri Lanka, du sud de l'Inde, du sud de la Thaïlande, notamment l'île de Phuket et même les Maldives. Un bilan provisoire fait état de plus de 11 500 morts dans la région. Rappel avec Christian Autain. En Thaïlande, l'île de Phuket et de Koh Phi Phi ont été dévastées par des murs d'eau de mer. Fondées de vacanciers en cette période de fin d'année, ces îles paradisiaques sont devenues le cauchemar des touristes. Des hôtels ont été littéralement balayés par le raz-de-marée. 350 personnes sont mortes et 5000 autres blessées.
Claire Nouvian, après être restée plusieurs heures accrochée sur votre rocher, vous êtes allée sur la partie la plus touristique de l'île. Et là, quel paysage vous avez découvert ? Nous, on était donc en bateau à la voile et on est arrivé dans la grande, magnifique, très grande et large plage de Koh Phi Phi. Et on pouvait déjà pas y avoir accès en fait parce que on peut pas trop se représenter, mais non. Tout ce qu'il y avait sur l'île était dans l'eau, puisque c'était une bande de sable très fine, Koh Phi Phi. Donc la mer a traversé d'un côté et de l'autre. Ça a été un va-et-vient de la mer qui a tout emporté en fait, tout ce qu'il y avait, donc tous les objets, les infrastructures, les fils de fer, les meubles, les humains, les bouts d'humains, tout. Tout était dans l'eau. Tout était dans l'eau, ouais. Donc nous on est arrivés, on pouvait évidemment pas avancer puisque sinon on reste coincé au milieu de cet énorme magma de débris de toutes sortes. Donc on est resté coincé en fait à l'entrée de l'anse. Et puis là aussi cet esprit d'escalier, là on voit un cadavre tout de suite et je dis aux autres, ok, c'est super important, les gens qui ont perdu quelqu'un en mer, ils arrivent jamais à faire leur deuil, il faut absolument qu'on ramène ce cadavre à terre. Et donc nous voilà partis à attacher le cadavre à notre kayak, parce qu'on peut pas aller en bateau, donc on attache le cadavre à notre kayak, et parce qu'on pouvait pas mettre le cadavre sur le kayak, ça aurait pesé trop lourd, donc on traîne ce cadavre jusqu'à la plage, et là on arrive à la plage, et on tombe sur un Scandinave, je me souviens, un bel homme, avec les jambes fracturées, des fractures ouvertes, et là, et on se dit, en fait, les cadavres, c'est pas l'urgence. L'urgence, c'est les humains qui ont survécu. Alors, on comprend que c'est grave, on comprend que... Oui, là, vous comprenez. Ah ouais, et ça monte au fur et à mesure, mais on pense encore que ça reste un événement localisé. C'est plus tard avec les informations. Parce que là, vous n'avez aucune communication, vos portables ne fonctionnent plus pas. Rien ne fonctionne, ouais, vous avez essayé de téléphoner pour savoir ce qui se passait? On a essayé de brancher les radios, machin, il n'y a rien qui passe. Ok, toutes les ondes sont coupées, donc on n'a aucun moyen de savoir ce qui se passe. Mais on voit que c'est d'une gravité sans précédent. C'est un paysage de guerre que vous décrivez. C'est la guerre, c'est un bombardement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est cette horreur-là, et on voit, et là, on se dit, il faut aider cet humain-là, et il y a des gens qui disent, ne touchez pas aux gens blessés parce que vous pouvez aggraver. C'est vrai, on a toujours entendu, on n'est pas formé pour prendre en charge de l'urgence médicale. Et on veut pas tuer cet homme en touchant s'il a une fracture interne, je ne sais quoi. Et les gens disent, mais si vous les bougez pas, ils n'ont aucune chance de survie. Et alors attention, la rumeur commence à passer, qu'une deuxième vague va arriver. C'est ça, parce que comme il n'y a aucune communication, vos portables ne fonctionnent pas, vous êtes sous le régime de la rumeur. On est complètement sous le régime de la rumeur, on n'a pas moyen de se joindre. Et vous voyez toutes ces personnes blessées, vous voulez aider, vous voulez qu'ils se... On ne sait pas où les mettre, alors on passe, mais là, pour même marcher sur la plage, il y a des fils de fer partout, il y a des bouts de béton, ça prend vachement de temps. Il y a des gens qui nous disent, il y a un bateau qui part à Phuket, ils emmènent les blessés, emmenez-le, mais la plage est très longue, ça va prendre vraiment très longtemps, porter un homme blessé à travers ces fils de fer, et puis il y a des gens qui disent non, vous inquiétez pas vous inquiétez pas, non, ils disent pas ça. Ils disent, il y a une zone d'évacuation qui a été organisée sur le terrain de foot ou je sais pas quoi, au centre de l'île. C'est là qu'il faut amener les blessés. Donc, je me dis, faut qu'on aille voir là. Donc là, je vais voir, et en effet, je découvre un champ de guerre, quoi, avec des blessés les uns à côté des autres, en rang, avec un hélico américain qui évacue. Et avec les gens qui se battent pour monter dedans, ou? Et là, en effet, donc je vais voir, je demande comment ça se passe. Il y a des gens qui hurlent. Et on se dit, qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce que ce sont en fait ceux qui ont le plus besoin de soins urgents? Finalement, non. Ceux qui ont l'énergie de hurler, en général, ce ne sont pas les gens qui ont le plus besoin de soins. Du coup, je me dis, mais comment être utile? Donc, je vais voir des blessés. Je leur dis, je vois s'ils sont conscients. J'essaie de voir ce qu'ils ont comme blessure. Le jour commence à baisser. La rumeur d'une deuxième vague. Comment évacuer tous ces blessés il y a quelques petites où il y a une petite colline de chaque côté de l'île, donc on peut peut-être les évacuer. Mais comment le faire? Physiquement, c'est impossible. On n'est pas assez nombreux en étant bien portants. Il y a des parents qui cherchent leurs enfants, des enfants qui cherchent leurs parents. C'est la guerre, quoi. Et ce que j'entends, c'est que vous voulez agir. Vous n'êtes pas du tout paralysé par la panique, pas du tout paralysé par le paysage. Non, c'est pas le sujet à ce moment-là. Nous, on a une chance, un miracle, quoi, d'être tous bien portants. Et le seul sujet, c'est comment être utile. Comment être utile, moi, c'est mon obsession. Et donc, je suis allée m'occuper de quelques individus, nettoyer leurs plaies aussi pour voir si c'est grave ou si c'est superficiel. Et du coup, et ensuite, tout l'enjeu, c'est d'obtenir et d'attirer l'attention de cet homme, cet Américain de l'armée, qui pilote cet hélicoptère, de décider si quelqu'un est évacué ou non. Et donc là, je me suis dit, il y a une jeune fille américaine qui avait des plaies
vraiment grave. Et j'avais nettoyé son crâne et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de bris de verre et tout ça. Et donc ça, c'était assez superficiel, mais il y avait d'autres plaies qui étaient... Et donc j'ai attiré l'attention de ce monsieur. Il a décidé, il l'a regardé, il a dit, là, vous avez raison, ça a l'air assez grave. Et il l'a sortie de là tout de suite. En fait, il l'a mise dans l'hélico. Et ça l'a sauvée. Et en fait, elle avait un début de septicémie, parce qu'en effet, elle avait des plaies très profondes, ouvertes et très abîmées et déjà infectées. Et les moustiques arrivent, et la nuit arrive, et l'idée que et là, on se dit, mais si on les laisse, là, les gens, ils vont être tous emportés par une vague, enfin, après avoir perdu, parce que cette jeune fille, par exemple, elle avait perdu son petit ami, et on va les laisser là, se faire emporter par une deuxième vague. Mais c'est pas possible, quoi. Et alors, cette rumeur de la deuxième vague, donc d'une réplique du tremblement de terre qui ferait un deuxième tsunami, ça enfle, c'est ça? Ça commence à enfler avant la tombée de la nuit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous êtes quand même avec votre famille. Alors moi, à ce moment-là, ma sœur qui a des enfants à ce moment-là est restée sur le bateau. Le skipper est avec elle et les autres, comme ils sont grands, et je les zappe complètement. J'avoue, je sais pas ce qui s'est passé pendant plusieurs heures. Je me suis occupée que des gens qui étaient là. Et le skipper vient me voir et lui il me dit faut que tu reviennes au bateau. Je lui dis non, tu vois bien que les gens ont besoin de nous ici, pas question quoi. Il dit mais il va y avoir une deuxième vague, si tu reviens pas, on va rester parce que tes sœurs ne voudront jamais partir sans toi. Et s'il y a une deuxième vague dans ce pétrin là, on va tous y passer. Et donc c'est le cas de morale de est-ce que je monte sur ce bateau et je mets pas en danger du coup ma propre famille, mais est-ce que j'abandonne des gens qui vont être emportés? Est-ce que je sauve les miens? Ou est-ce que je reste et avec je leur dis mais partez quoi. Enfin moi je leur dis mais allez-y. Et lui il a été ferme. Il m'a dit pas question. Je ne partirai pas sans toi et ta sœur ne partira pas sans toi. Or si on reste, on prend un danger qui est complètement inutile. Et je dis mais toi tu te sens partir là, de laisser tout le monde planté avec des plaies ouvertes, les gens qui ont perdu leurs enfants, il y a des enfants décapités, c'est la guerre nucléaire et c'est même pas on se dit mais ça c'est la guerre juste de la nature contre nous. Mais dire que les hommes se font ça. Ouais. Dire que les hommes se font ça. Et moi, mon cerveau, il a juste bloqué là-dessus. Je me dis, mais les hommes se font ça, intentionnellement, avec des armes. On est loin de tout ça. La Ghouta, la prise d'Alep et tout, pour nous, ça nous a tous fait mal. Mais on se fait ça intentionnellement. On laisse faire ça. On n'a rien appris. Notre humanité n'a rien appris. Des siècles d'existence pour même pas comprendre moralement que il faut donner toute la place au cœur, à la solidarité. Il y a que ça comme réponse. Enfin, il y a tout ça qui se... Tout ça, et le skipper, il entend rien de tout ça, et vous dit maintenant ça suffit, vous remontez sur le bateau, parce que c'est la seule façon de survivre dans un tsunami, c'est qu'il faut aller prendre la vague d'une certaine manière. C'est la seule façon, c'est de s'éloigner et être en mer. Et vous montez sur le bateau, et pour vous ça, c'est terrible. La mort dans l'âme. C'est la mort dans l'âme, c'est même pas suffisant. Ouais, et vous passez... Pas de mots. Vous n'avez pas de mots, et vous passez une nuit épouvantable, et vous pensez... Vraiment fort, lourd. J'ai même du mal à en parler sans émotion, parce que ils sont tous allés se coucher, et moi je me souviens, j'étais là, mais accrochée à la BBC, en me disant, mais si, il y a une deuxième vague, mais je vais pas survivre à ça, j'aurais abandonné des gens, mais vous voyez, j'ai du mal à en parler sans émotion, parce que je me dis, mais moralement, mais c'était l'enfer. On peut pas abandonner des gens qui ont besoin de nous. On est qui si on fait ça? On est qui si on fait ça? Et je me suis dit, c'est ça. Si la BBC dit qu'il y a eu une deuxième vague, je sais, ces personnes maintenant qui ont un visage pour moi, elles ont un nom. La fille qui était montée dans l'hélico, je savais pas si elle montait dans l'hélico. Moi, j'ai parti quand j'avais obtenu l'accord. Elle s'appelle Laura, elle a un nom. Ces visages-là, je vais jamais les oublier. Et je les aurais laissés se faire emporter dans Et là, je me suis dit, c'est ça, je me jette à l'eau, dans le noir. Ce sera, pas d'enfant. Et pourquoi alors se jeter à l'eau? Parce que je me dis qu'on peut, je pense que j'aurais jamais survécu moralement à cet abandon. Vous préfériez mourir. Ah ouais. Et là, vous pensez au sacrifice, au film Le Sacrifice de Tarkovsky. Ouais, j'ai pensé à ça parce que j'avais été très marquée par cet individu qui se dit, je suis prêt à tout perdre pour qu'on arrête de se faire autant de mal, pour éviter une catastrophe nucléaire, en l'occurrence, dans le film de Tarkovsky. Et j'étais là, je me dis, dans cette nuit, accrochée à ma radio, je me suis vue dans le sacrifice quand il écoute la radio et qu'il est prêt à tout aussi. Seigneur, aie pitié de nous en ce moment angoissant. Je te donnerai tout ce que j'ai. Je quitterai ma famille, ceux qui m'entourent. Je mettrai le feu à la maison. Au petit, je vais renoncer. Je deviendrai muet. Je ne parlerai plus de toute mon existence.
Je suis prêt à abandonner ce qui me rattache maintenant à la vie. Fais, Seigneur, que tout redevienne comme avant, comme ce matin, comme hier. Que je sois délivré de cette peur affreuse, bestiale, mortelle, écœurante, qui nous écrase. Voilà, vous pensez à ça, cette nuit-là, sur le bateau. Il n'y a pas eu de deuxième vague. Non. Vous ne vous êtes pas jeté à l'eau. Non, heureusement. Mais ça a été un cauchemar et le lendemain matin, vous avez demandé à nouveau au skipper à ce qu'on vous dépose à terre. Ouais, parce qu'en fait, d'abord, j'avais pas d'enfants, ce qui change tout, parce que... Votre sœur avec ses 2 enfants. Ma sœur, elle a, en tant que mère, en tant que père, on n'a pas d'autre choix que de protéger des enfants qui sont vulnérables. Mais quand on n'a pas de responsabilité envers des tiers, on est libre de ses mouvements, puis je parle plusieurs langues, et c'est bête, mais la communication, elle est essentielle dans ces moments-là. Et je me suis dit, je peux aider les Russes qui sont en vacances, les Chinois qui sont en vacances pour retrouver leurs parents. C'est bête, mais c'est la coordination, et je parle anglais, je parle nanana. Et je me suis dit, je serais vraiment tellement utile, je pense, à terre. Il y avait tout à faire, de toute façon. Et là, ça a été une autre expérience. Ouais. Moi, j'ai pris ma décision pendant cette nuit que si en effet il n'y avait pas de deuxième vague et qu'il y avait des gens qu'il fallait aider, etc., de leur demander au réveil d'aller me déposer. Et en fait, j'ai fait l'expérience du lobbying. C'est-à-dire que moi, je me suis adressée par honnêteté intellectuelle. Je me suis dit que il fallait que j'en parle à tout le groupe réuni au moment du repas. Sur le bateau. Sur le bateau. Et le seul qui a répondu, c'est le skipper, qui était un Autrichien assez autoritaire, c'est caricatural, et qui m'a répondu « Il n'en est pas question ». Et là, c'est devenu une confrontation très brutale entre lui et moi. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à me dire ce que je voulais faire ou pas, mais sauf qu'il était capitaine et je pouvais pas prendre les commandes du bateau parce que je savais même pas où aller. Et puis d'ailleurs, je sais pas faire vraiment bien du bateau. Donc j'étais tributaire de sa décision et sa décision a été tranchante. Et à ce moment-là, comme je n'avais pas en fait du lobbying auprès de chacun de mes amis ou de ma famille, ils n'ont pas soutenu ma démarche. Et donc ce monsieur nous a emmenés encore plus loin de la zone dévastée. Et moi, ça a été une espèce d'effondrement moral à ce moment-là, parce que je suis tombée dans une tristesse noire en pensant à tout ce qui se passait. Puis là, j'étais connectée à la radio et là, on a appris, évidemment, quand on a reconnecté les instruments, que c'était une catastrophe absolument gigantesque. Et ma sœur, l'une de mes sœurs, m'a dit plus tard, en fait, elle m'a dit, je suis désolée. Le lendemain, j'ai réagi avec retard. Je comprends qui t'es, je comprends qu'il fallait que tu y ailles. Et donc, elle a demandé au skipper d'y retourner. Mais on était déjà 2 jours après la catastrophe. Mais c'est là où vous avez compris ce que c'était que le lobbying. C'est-à-dire ne jamais s'adresser à un groupe, mais s'adresser à chacune des personnes du groupe pour les convaincre. Ouais. Bah, évidemment, parce que j'aurais préparé mes appuis. Parce que ma grande sœur, elle me connaît et on était tous choqués. Chacun réagit comme il peut et tout le monde était choqué. Et donc ils écoutaient le skipper, ils pensaient sécurité, ce qui était bien normal. Mais moi, j'étais pas là-dedans. Moi, j'avais un besoin qui était autre. Et ma sœur mais elle me connaît suffisamment pour savoir que j'avais ce besoin-là. Mais elle a pas réagi à temps. Donc on vous a déposé 2 jours après, à nouveau sur la plage, mais à Phuket à ce moment-là. À Phuket, mais l'organisation humanitaire, les organisations internationales étaient déjà présentes et vous étiez moins indispensable. Ouais, c'est ça la vérité. Ouais, en fait, puis il avait fait chaud et les cadavres s'étaient mis à gonfler dans les flaques. Et ceux qui étaient sauvables avaient été sauvés. Ceux qui il fallait sortir des blêments, il fallait à ce moment-là, tout ce qui était accessible avait déjà été sorti. Et les cadavres qui restaient dans les flaques, il fallait des grues parce que l'eau était rentrée tellement profondément, avait emporté des voitures et tout. C'était des flaques de plusieurs mètres. Là, c'était des moyens militaires. Voilà, c'était trop tard pour que vous puissiez faire ce que vous vouliez faire. Ouais, dans l'urgence. Après, il fallait de la coordination et nous, il fallait se mettre dans un réseau de coordination et c'était plus l'aide un à un, quoi. La journée particulière de Claire Nouvian sur France Inter jusqu'à 15h, le 26 décembre 2004. Claire Nouvian, qu'est-ce que vous avez compris avec ce tsunami ? Vous nous avez parlé du lobbying, mais c'est pas tout ce que vous avez compris. Qu'est-ce que vous avez appris de cette catastrophe ? J'ai un paquet de choses. Je crois qu'on pourrait tirer tous les fils d'une existence à partir d'un événement aussi brutal et triste
et inhabituel, que la communication, c'est le nerf de la guerre. J'ai compris pourquoi les groupes d'armement, les grands groupes pétrochimiques, tous ces groupes qui possèdent et qui détruisent la planète finissent par investir dans des médias. Parce que c'est là qu'on forge l'opinion et les croyances des gens. Et comme on est profondément des êtres de croyance et non pas des êtres de connaissance, il suffit de leur mettre n'importe quoi dans le crâne. J'ai compris cette importance de l'information dans un contexte où il n'y a plus aucune information fiable. Et donc, on ne sait plus qui croire, que croire. On se rend compte qu'on a finalement peu de connaissances, puisque sur ce phénomène naturel, on n'a aucune connaissance fiable. Cette deuxième vague, est-ce qu'elle va avoir lieu, oui ou non? Est-ce que vraiment il y a un bateau qui va partir emmener les blessés, oui ou non? Enfin, est-ce qu'on doit déplacer un blessé? Quel est mon choix? Enfin, et ça, en fait, on se rend compte qu'on a peu de béquilles en connaissance propre et qu'en fait, on passe notre temps à dépendre d'informations et de contenu qui est mis à notre disposition. Donc ça, c'est une première chose. Première chose, j'ai compris que on avait un esprit d'escalier et qu'on n'était pas fait pour penser la catastrophe, puisque c'est un problème de cerveau. Et je pense que notre cerveau humain peut comprendre l'immédiateté, on comprend cette pièce, je comprends vous dans cette pièce, je comprends éventuellement le bâtiment Radio France, je comprends Paris, ça commence à devenir un petit peu une représentation du nombre de personnes qui vivent ici. Mais une catastrophe à l'échelle plus globale, c'est impossible. Notre cerveau n'est pas fait pour ça. Et en fait, on a encore un esprit qui est encore, on va dire, formaté pour vivre dans des cavernes et comprendre les grottes et l'environnement des animaux sauvages et la peur autour de la grotte, mais pas beaucoup plus. Et donc, je me rends compte que on a mis dans cet événement, qui est un événement naturel, mais qui en fait a la même violence et la même brutalité qu'une guerre, on a mis à disposition des humains et on a créé des outils de destruction de masse qu'on n'arrive plus du tout à contrôler, dont on n'arrive pas à comprendre la globalité. Et donc, on n'arrive pas à imaginer les conséquences on peut pas. Et de donc, l'utilisation de ces outils. Ouais, et le philosophe Günther Anders, que j'ai découvert plus tard, et je recommande la lecture d'un petit livre qui s'appelle « Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ?» Un petit entretien fondamental. Absolument. Alors, faut dire qui était Günther Anders. C'était un élève de Heidegger. Ça a été le premier mari de Hannah Arendt. Il a abandonné la philosophie pour se consacrer à la lutte contre le nazisme. Puis ensuite, il s'est engagé contre la menace nucléaire. Et Günther Anders, c'est votre maître, clairement. Ouais, en fait, ça a été là, pour le coup, une vraie béquille philosophique, parce que ce que je ressens en moi a été mis en mots par cet homme-là, qui nous dit, oui, l'humain, on peut se poser des questions sur sa nature, mais en même temps, on ne sait pas vraiment y répondre, parce qu'on voit bien que des humains aimés sont des êtres merveilleux, et des humains sans amour peuvent devenir des monstres. Donc, ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, même s'il n'y a pas de volonté il n'y a pas de mal à la base, notre problème, c'est pas ce qu'on est, c'est le fait qu'on manque d'imagination. On ne peut pas concevoir la catastrophe à l'échelle globale. Et lui, il parle de globocide. Il dit qu'avec l'arme nucléaire, on a été capable de créer un outil qui peut nous détruire non seulement les humains, mais la planète. Et qu'on n'est pas capable d'imaginer la destruction que l'on peut provoquer. C'est ça. Pas. Et c'est exactement, et on peut raccorder maintenant à ce principe-là, le changement climatique, la destruction de la biodiversité, la destruction des hommes par les hommes. On peut tout raccorder sur ce branchement-là, le branchement de notre cerveau qui n'est pas adapté à l'ampleur des armes technologiques, quelles qu'elles soient, de notre technologie tellement efficace. Aujourd'hui, on peut tout détruire. On a détruit les insectes, les oiseaux, les mammifères, les poissons. Et ça, on le fait. Et pourtant, on n'arrive pas à y croire. On n'arrive pas à imaginer, non, à se représenter ce que ça veut dire. Exactement. Est-ce que vous voulez écouter Jean-Pierre Dupuy, professeur de sociologie et politique à l'école polytechnique et à l'université de Stanford, parler de Günther Anders? Oui, parce qu'en plus, Dupuy, c'est le catastrophisme éclairé. Il lui dit catastrophe, mais attention, la catastrophe, il faut y croire. Arrêtez de nous empêcher de parler de catastrophe. Parce que si on ne la nomme pas, comment voulez-vous qu'on l'évite? Il y a un pessimisme absolu chez Anders. C'est-à-dire que vraiment, il prenait au sérieux l'hypothèse d'un auto-anéantissement de l'espèce humaine. C'est un penseur du mal. Bon. Et pourquoi était-il très peu aimé? Parce qu'il paraissait être l'homme d'une idée fixe, donc hargneux. Il disait de lui-même qu'il se forçait à haïr, n'est-ce pas? C'était son devoir, le devoir de haïr. Alors, haïr moins les êtres humains que l'état du monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui capables de faire des choses que nous sommes incapables de penser.
Voilà, c'est très bien résumé. Nous sommes aujourd'hui capables de faire des choses que nous sommes incapables de penser. C'est exactement le principe, le socle de la pensée de Anders et de Dupuy. En revanche, je pense qu'il y a beaucoup d'amour en fait dans la pensée, beaucoup de générosité dans la pensée de Anders. Au plus contraire. Que de mal, comme le dit Mais Dupuy. beaucoup plus, puisque justement c'est un philosophe engagé qui cherche à faire en sorte que ses écrits ne soient pas complexes et incompréhensibles. Il fait en sorte, même il passe par l'expression théâtrale pour faire en sorte que ses messages, au contraire, soient compris par le plus grand nombre. Donc il y a déjà cette volonté généreuse de dire je ne suis pas dans mon cénacle de penseurs, je parle à des étudiants formés. Non, je parle à tout le monde parce qu'il y a urgence, parce qu'on a développé l'arme nucléaire, parce qu'on sort de la Seconde Guerre mondiale, on sort des génocides. Et il y en aura d'autres, et clairement il y en aura d'autres. Et sa pensée est tout à fait d'actualité. Je voudrais vous lire la fin du petit livre, donc là, d'une centaine de pages. Et si je suis désespéré, c'est le titre. Que voulez-vous que j'y fasse? Voilà comment il clôt. Il termine son texte. Le courage, je ne sais rien du courage. Il est à peine nécessaire à mon action. La consolation, je n'en ai pas encore eu besoin. L'espoir, je ne peux vous répondre qu'une chose. Par principe, connais pas. Mon principe est, s'il existe la moindre chance, aussi infime soit-elle, de pouvoir contribuer à quelque chose en intervenant dans cette situation épouvantable dans laquelle nous nous sommes mis, alors il faut le faire. Mon principe c'est, et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse? Ah oui, alors là, c'est-à-dire qu'il y a pas sur Terre de mots qui rentrent plus en résonance avec ce que je suis. Et ce qui vous anime. Mon action. Ouais, et en fait, je suis désespérée, c'est-à-dire qu'au sens je n'ai aucun espoir, c'est vrai. On n'a pas le droit de le dire, surtout dans les médias. Non, tout le monde dit l'espoir. Je dis mais c'est pas la question de l'espoir. Aujourd'hui, c'est la question de l'action. Faisons tout ce qu'on peut, tout ce qui est à notre portée, et on fera le bilan plus tard. Et c'est ce que vous faites, Claire, et c'est ce que vous faites depuis 2004 particulièrement, cette même année 2004. Vous avez créé votre association Bloom pour la sauvegarde des fonds des océans, et vous agissez sans relâche pour nous faire connaître ce monde sous-marin, sa richesse et son étrangeté. Oui, et à partir de là, c'est aussi une équipe qui m'a rejointe, qui partage vraiment les mêmes valeurs et la même mission. C'est très fort parce que c'est rare d'avoir une équipe comme ça. Et on a envie simplement de se battre contre l'injustice, contre la corruption, contre la destruction des emplois dans le secteur de la pêche, contre la destruction des ressources, la destruction du milieu marin. Et on se rend compte qu'évidemment, on est très fort en recherche, on a des experts, et on arrive à pointer du doigt et à faire bouger du coup les lignes en montrant à quel point la décision publique est inique par rapport à l'ampleur de la catastrophe en cours. Et on est dans l'action du matin au soir. Et c'est ce qui fait que la question de l'espoir ne se pose pas. C'est pas le sujet. Et vous avez essayé aussi de nous alerter, nous, pour que nous tous, nous soyons conscients de ce qu'on est en train de détruire dans les fonds marins. Et pour ça, vous avez fait un film magnifique pour nous montrer la beauté de ce monde-là que nous ne connaissons pas. Au fond de l'océan, il n'y a pas de lumière, pas de plantes. C'est un désert dénué de nourriture. Les animaux sont de petite taille, les populations sont très réduites. Leur densité au mètre carré est extrêmement faible. Les créatures que l'on rencontre à ces profondeurs ont dû s'adapter à de multiples contraintes. Une pression écrasante, une température de 2 à 4 degrés seulement, pas la moindre forme de lumière et une quasi-absence de ressources alimentaires. Leur métabolisme, tout comme leur croissance, est extrêmement lent, ce qui leur autorise de longues périodes de jeûne. En revanche, elles bénéficient d'une longévité exceptionnelle qui peut facilement atteindre 100 ans. Elles ne se déplacent qu'avec circonspection et lenteur. La vie dans les abysses ignore la vitesse. Claire Nouvian, vous êtes en bonne disciple de Günther Anders. Vous n'avez jamais cessé de nous alerter. Non, sur les conséquences de la destruction des fonds marins. C'est clair, et à l'inverse des animaux qui vivent au ralenti, nous on est en surspeed ouais. pour essayer de faire en sorte que les décisions, essayer de limiter cette catastrophe en cours. C'est une catastrophe, on le dit, on le nomme, et on va faire du catastrophisme éclairé, comme nous l'indique Dupuy. On va nommer la catastrophe pour essayer de l'éviter. Les bateaux de pêche industriels qui déploient des méthodes de pêche destructrices, c'est une catastrophe mondiale. Ça détruit la plus grande réserve de vie.
Ça détruit les océans de façon continue, on détruit les emplois, on détruit les stocks de poissons, on détruit nos économies parce qu'on subventionne tout ça. C'est une suite de très mauvaises décisions avec des acteurs qui, pour le coup, ont investi du capital et donc pèsent très fort sur la décision publique. Et nous, on essaye de rééquilibrer en jouant notre rôle d'association citoyenne engagée et qui milite sur la base de recherche, puisqu'on produit nos éléments de recherche. Donc on est en béton armé quand on prend la parole, ce qui fait qu'on est petit, mais drôlement puissant. Et on vous entend ? Ah oui, c'est-à-dire qu'on révèle des tels scandales de corruption aussi. On a révélé par exemple sur la pêche électrique en Europe que la Commission européenne avait quand même accordé des licences pour pratiquer la pêche électrique, donc l'électrocution des poissons dans le milieu marin, contre les avis scientifiques. Donc voilà, une fois qu'on a révélé ça, évidemment, le Parlement européen s'est saisi de cette donnée pour demander des comptes à la Commission européenne. On crée quand même un terrain politique il y a un effet quand même de déflagration à partir de nos révélations. Vous remportez des batailles. On remporte des batailles. Bon, la pêche électrique, c'est pas gagné, même si la France est pour. On n'a pas encore vraiment mobilisé du tout nos diplomates pour qu'ils gagnent au niveau européen. Donc que c'est la pêche électrique la plus destructrice. Aujourd'hui, en fait, on se disait, on avait déjà gagné contre le chalutage profond en 2016. On a fait interdire le chalutage profond, donc la destruction des grandes profondeurs au niveau européen. Et donc, on s'était dit, voilà, je pense que là, on a combattu la pire des méthodes de pêche. Non! Ils ont toujours de nouvelles idées fantastiques. Utiliser l'électricité, mais pourquoi se priver d'une telle efficacité technologique? Les poissons ne résistent pas, vous imaginez, c'est comme un taser. Donc là, vous êtes sous convulsion musculaire, il n'y a pas moyen d'éviter d'être attrapé par le filet. Donc, cette nouvelle aberration technologique, les hommes ne reculent devant aucune tentation. Et nous ne sommes toujours pas capables d'imaginer ce que ça veut dire et quelles conséquences cela aura, évidemment, même si vous nous alertez et que la catastrophe est annoncée. Voilà, pour de vrai, on est quand même capable technologiquement de vider l'océan jusqu'au bout, parce qu'on peut même tuer les œufs des poissons au moment où on utilise ce courant. Et malgré ça, on a gagné une bataille au Parlement européen début janvier 2018, ça c'est génial. Le Parlement a voté avec nous pour interdire définitivement cette méthode de pêche électrique, mais maintenant on est à l'étape où on a besoin des États membres, et donc on a besoin de la France, de Stéphane Travert, d'Emmanuel Macron, pour qu'ils prennent leur bâton de pèlerin et qu'ils gagnent sans compromis au niveau européen. On est le seul continent, on va dire, seule zone géographique au monde à autoriser d'utiliser du courant électrique pour attraper des poissons. C'est quand même dingue, non? Ouais, c'est dingue. Et c'est dingue. Donc vous allez faire du lobbying un par un? Ah oui, là on y va. Nous, on y va. On est sur notre route et on parle à tous les États membres, aux décideurs publics, et on essaie d'obtenir une mobilisation très forte de la France parce qu'on a une puissance diplomatique. Quand on a envie, vous savez, ça part. Hein. Vous avez vu la COP 21. Quand on a décidé de commencer à gagner un combat, on le gagne en général. Hein. On a des diplomates excellents. Mais il faut qu'ils aient la feuille de route. Il faut qu'ils aient un mandat de leur chef qui leur dit « Maintenant, tu prends ton bâton de pèlerin ». Et là, on n'en est pas encore tout à fait là. Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter. Claire Nouvian, en 2004, je vais vous parler de quelques événements de l'année 2004. En 2004, c'est l'année de la création de Facebook. En 2004, la fusée Ariane lance la sonde spatiale Rosetta. En 2004 aussi, une loi est votée en France contre le port de signes religieux ostentatoires dans les écoles, les collèges et les lycées publics. L'ours Cannelle est abattu dans les Pyrénées. Yasser Arafat meurt à Paris après plusieurs jours d'hospitalisation. Et la presse publie les photos de la prison d'Abu Ghraib. Vous vous rappelez de ça? Très bien, ouais. Qui font scandale et révèlent des pratiques de torture sur les prisonniers irakiens exercées par des soldats américains. En 2004, Claire Nouvian, George W. Bush est réélu à la présidence des États-Unis. Le suspense aura duré quelques heures, mais ce soir, il n'y a plus de doute possible. George Bush va donc effectuer un second mandat à la Maison-Blanche. Il compte plus de 3 millions de voix supplémentaires par rapport à son adversaire, John Kerry, qui a reconnu sa défaite. C'était il y a 2 heures. Serge Kovacs. George Bush a suivi tranquillement la soirée électorale en famille. Sans même attendre les résultats définitifs, le président républicain se disait sûr d'être réélu à la Maison-Blanche. Il vient d'estimer très élégante l'attitude de John Kerry qui lui a téléphoné cet après-midi pour reconnaître sa défaite. Dès ce matin, le camp républicain annonçait la victoire. Le secrétaire général de la Maison-Blanche donnait Bush grand gagnant avec plus de 3 millions de voix d'avance sur l'ensemble des suffrages exprimés. Pourquoi vous avez voulu réagir sur la réélection de Bush, Claire Nouvian? Je ne sais pas si j'ai des choses très intelligentes à dire sur le sujet, mais c'est simplement
là aussi, on récolte ce qu'on a semé. C'est-à-dire qu'à force de détruire les cerveaux des humains en leur proposant du contenu débilitant à la télé toute la journée et maintenant par le biais des écrans, on obtient des individus qui n'utilisent pas la puissance qu'ils ont dans leur cerveau et qui finissent par adhérer à une pensée simpliste, manichéenne et dangereuse. Et on ne parle pas de Trump. Mais oui, mais les prémices sont là. Ouais, c'est ça. Et j'ai lu une seule fois un édito qui parlait en fait du résultat Trump et le résultat de décennies de destruction d'un système éducatif. La télé, mais quel outil incroyable pour éduquer les gens. Eh bien non, c'est devenu juste un outil pour leur faire oublier qu'ils sont des produits de marketing destinés à consommer. Alors, Claire Nouvian, est-ce que vous avez eu le plaisir d'apprendre ou de connaître cette chanson à peu près par cœur, ce tube? Ça, c'était un tube? Ah oui, ça a été un tube, quasiment. Ah bon? Voix sur le chemin. Est-ce que j'ai jamais entendu, donc non, mais je vis peut-être dans une bulle. Vous savez ce que c'est pour le coup. Non, vous allez au cinéma, parce que c'est un film de cinéma. Et je vais pas au cinéma. Bon, ça, c'était un film qui s'appelait Les choristes, avec une chorale. J'en ai entendu parler, ça c'est sûr, mais je l'ai pas vu. Et en fait, quand je vais au cinéma, je choisis des films très précis et politiques. Ouais, des documentaires. Soit c'est de la danse contemporaine, soit ce sont des documentaires politiques ou ouais. Donc pas de choristes et pas d'histoire de petits enfants qui chantent. Non, j'ai pas envie d'être divertie en fait. Je déteste le divertissement, donc l'idée qu'on essaie d'emmener mon cerveau vers du divertissement, ça me met en colère en fait. J'ai envie de dire, vous essayez de me faire oublier que il y a des choses importantes et etc. Donc non, si je veux voir quelque chose, ça va être forcément un film bien triste qui va me parler de la réalité. Par exemple, le documentaire. Le cri étouffé sur la Syrie, je sais que je veux le voir, ça. J'ai pas encore le courage de le regarder. De Manon Loiseau, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et ça, je l'ai sur ma liste. Et je sais, le jour où j'ai le moral qui tient bon et que j'ai un peu de temps, parce qu'il faut quand même du temps pour regarder la télé, je ne sais jamais comment les gens font pour regarder une télé ou un ordinateur. Ils sont moins actifs que vous, puisque vous êtes dans l'action, vous ne pouvez pas tout faire. Mais vous parlez de Manon Loiseau. Je crois que Manon Loiseau a aussi couvert la Tchétchénie et a fait plusieurs reportages sur la Tchétchénie. Et je voulais justement finir cette émission sur une grande figure du courage et de l'action qui était Anna Politkovskaya, qui en 2004 rencontrait Ramzan Kadyrov, qui est une espèce de marionnette du pouvoir russe. À cette époque, il était chef de la sécurité en Tchétchénie. Anna Politkovskaya donc a été assassinée, elle, en 2006, et on pense qu'il est peut-être le commanditaire de son meurtre. On écoute Anna Politkovskaya. À quoi ça ressemble un enfer ? Ce n'est pas une exagération, une image journalistique. L'enfer, c'est l'endroit où les gens meurent. Des gens comme moi, parce que d'autres, qui possèdent le pouvoir et les armes, partagent l'argent entre eux. C'est pour ça que j'appelle cela l'enfer. Et comment vous arrivez à tenir, à vous protéger par rapport à toutes ces choses-là, finalement? On ne peut pas se protéger. Il faut se rendre à l'évidence. On est devenu témoin de ces événements. Et il faut faire en sorte de ne pas avoir honte aux yeux de ces petits-enfants. Quand ils me demanderont « Comment as-tu pu tolérer ça? Tu étais là ?» Il faut que je puisse leur répondre quelque chose, que je me suis battue. Et là, Claire Nouvian, vous acquiesciez. Ouais, en fait, d'abord c'est mon héroïne absolue. Je crois que c'est la femme que j'aurais vraiment voulu rencontrer. Et j'aurais aimé partager un bout de ma vie avec elle. Elle était journaliste, Ouais, c'est militante des droits de l'homme. La figure du courage, la figure de l'engagement et ce courage incroyable, comme Berta Cáceres, comme toutes ces femmes ou hommes qui, alors qu'elles sont responsables d'enfants, font toujours le choix de se mettre en danger. Au nom de la liberté, au nom des droits de l'homme, au nom de l'information.
Et je dis, je sais pas, je vois pas de figure de courage plus probante, plus inspirante et plus impressionnante. Enfin, tout bêtement. Là, c'est une femme qui est capable de faire quelque chose que nous, on n'est pas capable de faire. D'aller vivre dans cet enfer et de rapporter les nouvelles de l'enfer et de vivre avec des menaces qui sont claires. Elle sait. Elle sait qu'elle va assassiner. La seule chose, c'est qu'elle sait pas où et quand. Et ça, c'est un modèle pour vous. Ouais, c'est le modèle absolu. Après, moi, je suis pas Anna Politkovskaya. Je lui arrive pas à la cheville. C'est même pas normal de se comparer à elle. Il y a même pas de comparaison. Elle est incroyable. Mais vous êtes Claire Nouvian et vous nous avez quand même ouvert les yeux sur pas mal de choses. Moi, j'ai compris beaucoup de choses en regardant vos films et en lisant vos livres et en lisant Günther Anders, votre maître. Alors, je vous remercie, Claire Nouvian, d'avoir passé cette heure avec nous. Sur le site de l'émission, vous trouverez toutes les références des ouvrages et des études citées dans l'émission. C'était une journée particulière, une émission préparée par Rebecca de Nantes, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique Kevin Pelot.